Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Contes du Sommeil. L'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle d'une jeune femme pleine de vie dont le destin a tragiquement basculé lors d'une nuit de fête. Une affaire pleine de zones d'ombre, de témoignages contradictoires et de questions restées sans réponse. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin car les détails que nous allons découvrir ensemble sont tout simplement stupéfiants. Notre histoire commence le 13 avril 1997, jour de la naissance de Christine D'Acera aux Philippines. Christine était une jeune femme brillante, hôtesse de l'air pour la compagnie Town Express, une filiale de Philippine Airlines. Elle était la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Elle avait obtenu son diplôme en communication avec les honneurs de l'Université des Philippines Mindanao. Bien que sa famille réside à General Santos City, sa carrière l'amène à s'installer à Manille. Sa beauté et son talent ne passaient pas inaperçus. Elle avait d'ailleurs remporté plusieurs concours de beauté locaux. En 2019, elle déménage donc à Manille pour son travail. Ses amis et collègues la décrivent comme une personne solaire, pleine de joie de vivre, mais qui savait être incroyablement sérieuse et professionnelle une fois en uniforme. Le 31 décembre 2020, alors que le monde s'apprêtait à célébrer le passage à la nouvelle année, Christine a demandé à sa mère la permission de fêter l'événement avec son cercle d'amis proches plutôt que de rentrer en famille. Christine était très proche d'un groupe de 5 amis, pour la plupart issus de la communauté LGBT. Ils formaient une bande inséparable, habitués à faire la fête et à profiter de la vie ensemble. Cette soirée ne devait pas être différente des autres. Pour l'occasion, le groupe, composé de ses amis Romal, qui était aussi son collègue, Valentine, John, Gigot et Ray, avait réservé la chambre 2209 du City Garden Grand Hotel à Makati. John a été le premier à s'enregistrer à l'hôtel vers 11h du matin le 31 décembre. Christine est arrivée à midi, suivie par les autres quelques heures plus tard. Romal a également invité 5 autres amis, Ray, Louis et Chanel. Mais la fête ne se limitait pas à cette chambre. Juste à côté, dans la 2207, un autre groupe de 13 personnes s'était installé. Les deux groupes avaient des amis en commun et les allées et venues entre les deux chambres ne tarderaient pas à commencer. Vers 22h, la fête a véritablement démarré. Christine consommait des boissons fortes, notamment de la tequila mélangée à du coca. Il est important de se rappeler que nous étions en pleine pandémie de Covid et les rassemblements étaient normalement interdits. Mais il semblerait que le groupe bénéficiait d'une certaine complaisance de la part du directeur de l'hôtel, John Halili, qui était un de leurs amis et qui a lui-même rejoint la fête après son service vers 1h45 du matin. À 23h21, les caméras de surveillance du couloir du 22e étage montrent Christine et son groupe quitter leur chambre pour se rendre dans la 2207. Ils y restent un court moment avant de revenir dans leur chambre à 23h38. Sur les images, Christine paraît joyeuse. Elle tient ses chaussures dans une main et un verre dans l'autre. Valentine expliquera plus tard qu'ils étaient allés dans la chambre voisine pour jouer à un jeu de société avec des amis communs, un jeu que Christine aurait d'ailleurs gagné. De retour dans la chambre 2209, l'ambiance est à la fête. Ils prennent des photos, des vidéos pour les réseaux sociaux. À 0030, Christine appelle sa famille pour leur souhaiter la bonne année et échange quelques mots avec sa mère. Puis, à 2h50, les caméras capturent à nouveau Valentine et Christine se dirigeant vers la chambre 2207. Pendant ce temps, un employé de l'hôtel livre un matelas supplémentaire à la chambre 2209. Seulement 2 minutes plus tard, à 2h52, elles reviennent et Christine semble visiblement sous l'emprise de l'alcool. Entre 3h et 6h du matin, le manège continue. Christine fait plusieurs allers-retours entre les deux chambres sans jamais y rester longtemps. Chaque fois, au bout d'une dizaine de minutes, un de ses amis de la chambre 2209 va la chercher pour la ramener. À 4h13, c'est Romal qui va la récupérer et la porte pour la ramener. Bien qu'ayant beaucoup bu, elle semble encore assez lucide pour déverrouiller elle-même la porte de sa chambre. À 4h39, Valentine et Christine retournent dans la chambre 2207 pour en revenir à 4h52, l'air très enjoué. À 5h05, Romal la ramène une nouvelle fois et ils semblent plaisanter et s'amuser dans le couloir.
Puis vient 6h23. C'est la dernière fois que Christine d'Acera sera vue vivante sur les enregistrements. Elle est portée par Valentine pour entrer dans la chambre, mais c'est bien elle qui ouvre la porte. Le jour se lève. À 7h23, certains occupants de la chambre 2207 commencent à quitter l'hôtel, suivis par quelques amis de la chambre 2209 vers 9h. Vers 10h du matin, Romal trouve Christine endormie dans la baignoire vide. Il essaie de la réveiller, lui suggérant d'aller s'allonger dans le lit pour être plus à l'aise. Selon son témoignage, elle respirait encore, mais gardait les yeux fermés. Fatiguée, elle aurait fait un geste de la main pour lui signifier de la laisser tranquille. Elle dormait. Du moins, c'est ce que Romal a cru. Rassuré, il lui apporte une couverture et un oreiller avant de retourner se coucher. Ce n'est qu'à midi, alors qu'il retourne la réveiller car il est temps de libérer la chambre, qu'il découvre l'horreur. Les lèvres de Christine sont devenues bleues. Elle ne respire plus. Pris de panique, Romal a appelé tout le monde à l'aide. À ce moment-là, seules 5 personnes se trouvaient encore à l'hôtel. Gigot, John et quelques autres. Ils ont immédiatement sorti Christine de la baignoire et ont commencé un massage cardiaque. Gigot a appelé la réception de l'hôtel pour demander une ambulance. Ils étaient tous absolument terrifiés, en pleine panique. Le personnel de l'hôtel est monté vérifier et a apporté un fauteuil roulant. Cependant, le fauteuil était bien trop petit, sans repose-pied. Le corps de Christine, déjà rigide, rendait la manœuvre incroyablement difficile. Après une lutte acharnée, ils ont réussi à l'y installer. Christine a été transportée à la clinique de l'hôtel, mais le médecin sur place n'a rien pu faire pour la sauver. Ils l'ont ensuite transportée d'urgence à l'hôpital de la ville de Makati, mais il était déjà trop tard. À 17h, l'hôpital a officiellement prononcé son décès. Le lendemain, le 2 janvier 2021, le corps de Christine a été transféré à la morgue Rizal de la ville de Pasay à 9h du matin pour une autopsie. Le rapport a conclu que la cause du décès était une rupture d'anévrisme de l'aorte. Selon ce même rapport, Christine n'avait consommé aucune substance illicite. Cependant, une découverte étrange a été faite. 150 millilitres d'un liquide noir ont été retrouvés dans son estomac. L'autopsie a également révélé qu'aucune trace de matériel génétique masculin n'avait été trouvée sur son corps. Ses sous-vêtements ne contenaient que son propre ADN. L'examen de ses parties intimes a montré une déchirure ancienne, en voie de cicatrisation, et non une blessure récente. Le rapport a également noté de multiples ecchymoses sur son bras droit, sa cuisse droite, sa cheville et son pied droit, ainsi qu'une égratignure fraîche sur sa cuisse gauche. Un autre détail troublant a été relevé, une marque de piqûre, comme celle d'une seringue, sur sa main droite. Le 4 janvier 2021, coup de théâtre. La police philippine annonce aux médias que l'affaire est résolue. Il déclare qu'il s'agit d'une agression collective et que du matériel génétique masculin a été retrouvé sur le corps de Christine. Cette déclaration a stupéfié l'opinion publique car elle était en totale contradiction avec les résultats de l'autopsie publiée la veille qui concluaient à l'absence de toute agression. Malgré cela, le chef de la police nationale a affirmé avoir arrêté 3 suspects pour agression et homicide, John, Romal et Gigot. Pendant ce temps, toutes les personnes présentes à l'hôtel cette nuit-là ont affirmé n'avoir fait aucun mal à Christine. Le groupe d'amis proches de Christine de la chambre 2209 a insisté sur le fait qu'ils étaient tous homosexuels et n'avaient aucune attirance pour les femmes. De plus, ils connaissaient Christine depuis des années et la considéraient tous comme une sœur. Pourtant, un colonel de la police a insisté sur le fait que les suspects auraient pu utiliser la force pour la maîtriser. Il a ensuite fait une déclaration qui a mis le feu aux poudres. Même s'ils sont gays, un homme reste un homme, surtout quand il a bu. Cette phrase a provoqué un véritable tollé. Une partie de l'opinion publique a cru la police, réclamant la peine capitale pour les amis de Christine. Une autre partie, cependant, a vivement critiqué la police pour son enquête bâclée et son manque de professionnalisme, soulignant l'incohérence flagrante entre l'autopsie et la version des enquêteurs. De nombreux points d'ombre subsistaient alors que la police prétendait déjà avoir clos le dossier. Un autre groupe de personnes a commencé à rejeter la faute sur Christine elle-même, affirmant qu'elle s'habillait de manière trop provocante et qu'elle avait trop bu sans savoir se protéger.
Le 4 janvier, une vague de hashtags comme #Justice pour Christine, arrêtez de blâmer la victime et #Protéger les filles en soirée a déferlé sur les réseaux sociaux. La police philippine a également été lourdement critiquée pour avoir fait embaumer le corps de Christine avant même que l'autopsie complète ne soit terminée. Cet acte pouvait gravement compromettre la fiabilité des analyses toxicologiques. Le major de police Michael a admis avoir ordonné l'embaumement sans le consentement de la famille, justifiant sa décision par une nouvelle réglementation mise en place suite à la pandémie de Covid-19. La famille, dévastée, refusait de croire que leur fille était partie pour des raisons de santé. Ils n'ont jamais cru aux résultats de la première autopsie et ont exigé qu'une seconde expertise soit réalisée. La mère de Christine a même porté plainte contre la police pour négligence et manque de professionnalisme dans leur enquête. Elle était convaincue que les ecchymoses sur les bras et les jambes de Christine prouvaient qu'elle avait été agressée. Pourtant, le groupe d'amis de Christine expliquait qu'elle avait bu énormément d'alcool cette nuit-là. Elle titubait et vomissait sans arrêt entre 3h30 et 7h du matin. Elle avait vomi plusieurs fois dans les toilettes et était restée agenouillée si longtemps que ses genoux pouvaient s'être couverts d'ecchymoses à cause de ça. Il racontait qu'elle était tellement ivre qu'elle n'avait même pas pu se changer et avait vomi sur ses vêtements et dans ses cheveux. Il l'avait aidée à se nettoyer dans la baignoire et l'avait enveloppée dans un peignoir. Mais comme elle avait encore la nausée, Christine avait décidé de rester allongée dans la baignoire plutôt que d'aller se coucher pour ne pas salir les draps. Selon eux, les bleus sur ses cuisses pouvaient provenir de ses gestes maladroits en entrant dans la baignoire. Quant aux éraflures, elles auraient été causées par les poignées du chariot quand ils avaient tenté de la déplacer alors que son corps était déjà raide. Malgré tout, la mère de Christine refusait de croire ces explications. Elle répétait que sa fille était jeune et en bonne santé. En plus, travaillant dans le secteur aérien, Christine passait des bilans médicaux réguliers et n'aurait jamais été autorisée à exercer si elle n'avait pas été apte. La mère soulignait aussi l'existence d'une vidéo montrant Christine embrassant Valentine avant d'entrer dans la chambre, ce qui, selon elle, avait pu inciter certains hommes mal intentionnés. Valentine, lui, affirmait que Christine avait pris l'initiative de se baiser et qu'il ne s'agissait que d'un geste fugace sous l'emprise de l'alcool. Dans une autre séquence, on voyait John la porter jusqu'à sa chambre. Interrogé plus tard, John expliquait qu'ils avaient dû passer plusieurs fois par la chambre 2207 pour ramener Christine parce qu'elle était trop ivre et commençait à vomir. Le rapport médico-légal du 11 janvier révélait par ailleurs que le cœur de Christine pesait 500 grammes, alors qu'un cœur normal pèse environ 300 grammes. Cette découverte montrait qu'elle souffrait d'hypertension depuis longtemps, sans diagnostic. La maladie avait fait grossir son cœur. L'anévrisme est une affection fréquente chez les personnes âgées due à l'artériosclérose, mais il peut aussi toucher des plus jeunes à cause d'autres complications. Dans le cas de Christine, la pression artérielle élevée avait fragilisé l'aorte jusqu'à sa rupture. L'hypertension entraîne divers symptômes comme la fatigue, les nausées et la transpiration abondante. Christine et ses amis avaient sans doute cru que ces signes venaient simplement de son ivresse et de la gueule de bois, retardant ainsi une prise en charge médicale. Le 27 avril, la police blanchissait les 11 hommes présents à l'hôtel cette nuit-là des accusations de viol. Malgré le refus de la famille de Christine d'accepter les conclusions médico-légales et ses nombreuses plaintes, les enquêteurs n'avaient pas de preuves suffisantes pour inculper ses amis. Un peu plus d'une semaine après sa mort, Christine était rapatriée et inhumée au Forest Lake Memorial Park dans la ville de General Santos. Plus d'1 an après le drame, ses amis apparaissaient dans une émission télévisée. Ils racontaient que leur vie avait été bouleversée depuis cette nuit sombre. Même innocentés, ils avaient du mal à retrouver un emploi. Les insultes et attaques sur les réseaux sociaux ne cessaient pas. Parmi eux, Gigot était décrit comme le plus touché. Il avait dû vendre progressivement les biens hérités de sa mère décédée et souffrait d'une dépression persistante. Bien qu'ayant perdu leur honneur et leur carrière pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, ils affirmaient vouloir se reconstruire. La tempête leur avait aussi appris l'importance de la famille et des véritables amis. La douleur de la famille de Christine restait indescriptible et l'idée même des circonstances de son départ leur était insupportable. Le bonheur est fragile, la vie éphémère.
Puissions-nous toujours chérir chaque jour comme s'il était le dernier.